Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Ici Hubert Côté, j'ai la chance d'avoir avec moi Louis Côté. Aujourd'hui, Louis qui est mon bon ami, je pense que tu aimes aussi beaucoup l'univers de l'investissement et des PME, donc je suis content de te revoir aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur le podcast avec toi et d'avoir des belles conversations. Puis aujourd'hui, on va parler essentiellement de plusieurs choses. Je pense qu'on avait fait là, une bonne liste là, d'éléments qu'on voulait aborder. Entre autres, je pense qu'on voulait discuter de la croissance là, des entreprises par secteur d'activité. C'est bien ça? Exact. En effet, là, c'est par rapport à l'infolette qui a été écrite par Live là, pour au niveau de la croissance qu'il y a eu de 2011 à 2023 dans certains secteurs. Puis c'est très intéressant de voir qu'il y a des secteurs en fait, qui ont été surprenants là, par rapport à leur croissance obtenue. Puis aussi là, pour le futur, parce que là, c'est sûr qu'on regarde dans le passé, mais ça va être intéressant de penser également là, aux opportunités dans le futur au Québec puis au Canada. Donc, premièrement, le premier qui est sorti, qui était quand même très surprenant, surtout, moi, il m'a un peu moins surpris, mais je pense que toi, ça t'a quand même bien surpris là, au niveau de l'industrie de la construction. Donc, un petit peu de méthodologie là, pour commencer. Comment ça fonctionne l'étude, c'est que ça catégorise les entreprises qui ont eu au-dessus de 20% de croissance annualisée pendant 3 ans au minimum. Puis ça sort le nombre d'entreprises qui ont eu cette croissance-là, de PME, donc de petites entreprises. Puis au niveau de la construction, c'était 7,6% des entreprises qui ont réussi à avoir une croissance de 20% pendant 3 ans. Ce qui est quand même remarquable là, parce qu'une croissance de 20%, c'est sûr que c'est énorme là, quand on met ça sur une croissance du revenu. Ouais. Croissance du revenu, exact, sur une base annualisée. Puis, au niveau de l'industrie de la construction, moi, je pense qu'au Québec, on sait, on est dans une pénurie de logements. Ça va être, d'après moi, ça va être, pour les 10 prochaines années, une industrie qui va être très, très prometteuse. Ouais, et puis je pense qu'aussi, tu sais, par rapport à ces secteurs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ultimement, dans le secteur de l'investissement, tu sais, tant au niveau de peut-être pas nécessairement de la bourse, là, mais tu sais, au Québec du moins, pour acquérir une entreprise, je trouve que c'est important de savoir, tu sais, quel secteur d'activité est en croissance, parce que veux pas, quand tu vas te positionner pour l'acquisition d'une entreprise, tu veux t'assurer que tu es dans une industrie, évidemment, il y a comme une drift naturelle vers le haut là, en termes de revenus. Exact. Mais ouais, Louis, j'étais agréablement surpris de voir que le domaine de la construction était en croissance. Puis ça me connecte un peu avec le podcast aussi de Samuel Roussin là, qui est venu dernièrement là, parler d'immobilier. Puis lui, ce qu'il disait un peu, c'est que, tu sais, je sais pas si tu l'as vu là, l'épisode avec, là, mais c'était là, quelques semaines. Ouais, puis Oui. il est entrepreneur, il y a il y a un parc d'une cinquantaine de portes. Puis il disait que lui, mettons comment il voyait ou positionnait ses prochains investissements. C'était surtout en termes d'intérêt sur le développement de terrain puis de bâtisses parce que justement, il y a une pénurie de logements au Québec. Puis Luc Poirier aussi, qui est d'ailleurs passé à Tout le monde en parle récemment. Là, je sais pas si t'as-tu vu le... Ouais, c'est super, c'était spécial, disons. Ouais, comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé que, premièrement, il s'est vraiment bien comporté. Là, je veux dire, il aurait pu décider de pas répondre ou il est resté super politique puis tout ça parce que, juste pour mettre en contexte, là, il se faisait attaquer comme de tout bord, tout côté. Ben, c'est Luc Poirier, mettons, juste pour les gens à la maison qui savent pas c'est qui. Là. Tu peux-tu résumer vraiment? Pour résumer, en fait, Luc Poirier, c'est un self-made billionnaire prochainement, peut-être, au Québec, dans le domaine de l'immobilier, puis du développement surtout, achat de terrain, mise en valeur et tout ça. Ouais. Puis il est allé à Tout le monde en parle parce que récemment, c'est lui qui possédait en fait le terrain de Nordvolt, puis qui l'a vendu au gouvernement en fait. Puis là, il y avait quand même des questions éthiques là, au niveau du... parce qu'en fait, lui, il voulait faire du développement immobilier sur ce terrain-là. Mais finalement, le terrain, il a été bloqué. En fait, le projet de développement a été bloqué parce qu'il était sur des zones humides. Là, finalement, le gouvernement est arrivé, puis avec leur projet, ils ont été capables de bypass un peu là, la législation en vigueur là, pour empêcher le développement sur des zones humides. Fait que c'est sûr que ça peut amener des questionnements. Mais ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu plus ordinaire sur le plateau de Tout le monde en parle, c'est que les gens
au lieu de se poser ces questions éthiques-là, c'était vraiment du sensationnalisme. Puis on essayait de l'attaquer, puis lui, il a super bien répondu parce qu'il aurait pu, comme même Denis Coderre, il a été un peu moins politically correct, là, à mon avis. À un moment donné, il a comme. Puis tu sais, sur Instagram, j'avais fait un post justement à ce sujet-là. Là, il a quand même été relativement. Pas viral, là, mais ça a attiré quand même beaucoup l'opinion publique. Puis je suis content de voir que justement, il y a d'autres personnes qui passent un peu comme toi puis moi, là, qui est comme ouais, c'est pas normal, là, le gars. Luc Poirier, c'est quand même une légende. Là. Il était. Il vient d'une famille extrêmement pauvre. Là. Mère monoparentale. Il était dans un logement à modique somme. Là. Exact. Il a grandi dans des HLM à Montréal. Ouais, HLM. C'est fou. Là. Ouais. Il passe de HLM à vraiment. Ben, c'est auto-proclaim, hein, fait qu'on n'a pas nécessairement de données pour vérifier ça, mais mettons, il dit que son net worth en ce moment, il est entre 500 millions puis 1 milliard. Puis là, il n'est pas si vieux que ça. Là. Si ma mémoire est bonne, il a entre 40 et 50 ans. C'est ça, fait que c'est quand même assez rapide. Là, c'est quand même légendaire. Là. De zéro à... Puis, tu sais, je comprends aussi là, pourquoi que... Ça me fait rire aussi là, quand on voit que les gens ne comprennent pas nécessairement l'argent, surtout au niveau de l'immobilier. Ouais. Tu sais que... Ils ont posé la question, tu t'estimes ton net worth entre 500 millions et 1 milliard, il y a quand même un gros gap. Mais tu sais, c'est normal qu'il y ait un gros gap parce que l'immobilier, c'est pas quelque chose qui est évalué à chaque jour. C'est pas comme en bourse. Fait que c'est normal que même lui non plus, il ne sache pas parce que justement, son terrain de Nordvolt, peut-être que dans sa tête, dans ses livres, il valait moins cher. Puis là, vu qu'il y a eu l'opportunité avec le Québec, ben, il était capable de le vendre vraiment plus cher. Hein. Mais ça, c'est capoté pareil. Puis je me demande si sa stratégie justement d'acheter des terrains et tout, c'est encore viable. Tu sais, veux pas, ça pique ma curiosité de me dire, t'achètes un terrain, puis genre 10 ans plus tard, tu t'énixes ta mise, là, littéralement, c'est ça qu'il a dit dans le fond. Là, dans le contexte de Nordvolt, c'est particulier, mais tu sais, il est intelligent, là, il achète des terrains près d'une voie maritime importante, fait que c'est super bon pour l'import-export de compagnies manufacturières et tout. Puis après ça, ben lui, au début, comme il disait, le but, c'est de faire du développement de terrain, fait que mais je suis curieux de voir, je me demande si actuellement, mettons en 2024, ça vaut encore la peine d'acheter des terrains en région et tout. J'ai l'impression que le Québec va valoir très cher parce qu'il veut pas, c'est un pays qui est super bien positionné là, en termes de développement économique, mais aussi qui est super sécuritaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent immigrer au Canada, au Québec. J'ai l'impression que la terre va valoir beaucoup plus cher dans les prochaines années, surtout dans l'étalement. Il y a l'étalement urbain qui est en train de se faire. Les gens veulent vivre de plus en plus en région. J'ai l'impression aussi, je sais pas ce que tu en penses, là, mais la démondialisation, là, je t'ai jamais vraiment entendu là-dessus. Là, c'est un peu une théorie que j'ai lue entre les lignes avec Ray Dalio puis juste les conflits géopolitiques actuels. Du fait que justement les chaînes d'approvisionnement on rapatrie les chaînes d'approvisionnement plus localement. Je pense que ça va être vraiment un facteur qui va dicter l'économie dans les prochaines années. Puis quand j'ai regardé aussi là, avant de venir pour les industries qui étaient le plus prometteurs au Québec, j'ai remarqué que de 1990 à 2000, il y avait une forte croissance de l'industrie manufacturière au Québec. Ah ouais? Puis ça m'a quand même surpris. Puis ça a vraiment reculé. Mais là, j'ai l'impression que peut-être qu'il va y avoir... parce que là, c'est passé d'environ 20%, un peu plus de 20%, je pense que c'était 24% du PIB. Puis on se trouve en bas de 10%. Le manufacturing au Québec, ça? Exact. Dans les années 90, c'était 25% du PIB? Oui, en 2000, là, ça a atteint un pic à 24% du PIB. Puis après ça, là, ça a redescendu jusqu'en bas de 10%. Mais j'ai l'impression que justement, avec les chaînes d'approvisionnement qui vont revenir plus locales, peut-être que ça peut porter à monter. C'est sûr que il y a certaines choses en manufacturier qui est quand même plus qui a plus de valeur ajoutée. Tu sais, je pense par exemple aux batteries, on parlait de Nordvolt. Il y a quand même beaucoup plus de valeur ajoutée là que par exemple dans l'industrie du textile. Mais encore là, Federico Panetta qui était venu sur le podcast, ben lui, il a une entreprise de plastique, puis il fait des sacs de poubelle, puis c'est ultra profitable. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis pour revenir à l'immobilier puis au développement, moi, c'est un point aussi que je voulais apporter, puis qui a été apporté justement dans le podcast avec Samuel, c'est que l'immobilier, je pense que c'est trop présenté comme un investissement passif que tu achètes puis que tu t'en fais pas. Ça peut fonctionner,
Mais j'ai l'impression que le vrai argent, puis la vraie façon de faire de l'immobilier, puis les personnes qui se sont enrichies là-dedans, c'est ceux qui font du développement, puis qui sont capables d'aller mettre des projets sur pied. Puis, Ouais. tu sais, je pense, je sais pas, à Nicolas Rai aussi, du Collège MREX, que lui, il achète des terrains, puis il fait pousser des bâtiments. Fait que, Ouais. dans ce Mais j'ai temps-là, tu l'impression que achètes de c'est la ça. valeur. J'ai Là. l'impression que c'est ça le trend. Ceux-là, mettons, qui font beaucoup, tu sais, des sommes vraiment importantes rapidement, mettons, en immobilier, c'est exactement ça. C'est du développement, tu sais, Mhm. immobilier. Puis en plus de ça, c'est que je sais pas exactement la structure financière d'un deal, tu sais, parce que j'en ai jamais fait, là, tu sais, construire un immeuble sur un terrain que tu achètes. Je sais pas c'est quoi, mais je sais que tu as des déboursés progressifs, là. Ouais, exact. Tu sais, fait que la banque qui va te prêter, mettons, disons que c'est un projet à 2 millions, ils vont te commencer pour ta première pelletée de terre, ils vont te donner un 500 000. Là, après ça, quand tu vas montrer les plans de développement, tu dis, OK, good, on est atteint ça, ils te débloquent le reste. Je connais pas la structure intégrale, mais je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir quelqu'un sur le podcast que bâti, Définitivement. puis à voir, tu sais, genre comment ça fonctionne. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec surtout cette étude-là, là, tu sais, qui dit que l'univers de la construction est en croissance, tu sais, je sais pas, je trouve que c'est interrelié, puis que c'est. Je pense que c'est un trend intéressant, puis une opportunité Vraiment. peut-être qu'on pourrait look up tout plus en détail. Là. Puis là, on parle d'immeubles, mais il y a aussi quelque chose qui est quand même sous-estimé. Puis justement, Luc Poirier, beaucoup œuvré dans ce domaine-là, c'est les terrains. J'ai un ami à moi qui, avec son père, lui, il achète des gros lots de terre, puis il découpe, puis il fait l'arpentage, puis il ajoute de la valeur. Tu sais, par exemple, exemple super concret, mettons qu'il y a des grosses roches sur le terrain, ben là, il faut qu'ils les enlèvent, puis Ouais. il met en valeur les terrains au final. Puis les marges de profit sont vraiment bonnes. Là. Puis au Ouais. final, ça crée des terrains que les gens peuvent aller construire des maisons dessus. Donc ça l'aide aussi à réduire la pénurie de logements par le Ouais. fait même. Non, c'est intéressant pour elle. Puis je sais que je pense qu'il y a des municipalités qui vendent des terrains aussi. Là, tu sais, je pense qu'il y a des organisations aussi ou des municipalités qui. Genre, comme. Il y a des ventes aux enchères de la ville, là, mettons, qui vendent Ça c'est des c'est trucks, intéressant. des anciens trucks de la police. Mhm. T'es-tu déjà allé à un de ces Je suis trucs-là? pas allé, mais je sais qu'à à Québec, cette année, il y avait quand même. C'était parce que je pensais que tu allais aborder les ventes pour taxes, mais C'est quoi ça, les ventes pour taxes? les ventes pour taxes, en fait, c'est que quand que les personnes ne payent pas leur compte de taxes, Ah, il y la a des ville. repos, genre. Ouais, exact. Fait que la ville, sur une structure hypothécaire, la ville est toujours en premier. Fait que même si tu as une banque qui est en premier rang, théoriquement, la ville, si tu ne payes pas tes taxes, elle va aller prendre ta maison, puis la banque, elle n'a rien à dire. Dans la vraie vie, si la banque elle a une hypothèque, souvent ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va payer tes taxes parce qu'elle veut pas que la ville se rende là. Ouais. Mais pour des maisons qui sont libérées d'hypothèque, ou souvent c'est des terrains aussi, là, justement, des fois les gens ne payent pas leurs taxes. Puis cette année, à Québec, là, il y avait vraiment beaucoup il y en avait vraiment beaucoup. Des terrains, genre. Des terrains, des maisons, puis même ça allait jusqu'à les Stéphane Huot là, qui a fait Ben oui. faillite. Ouais. Fait que là, il y avait ces immeubles-là. Non. Fait que moi, je me demandais, tu sais, puis comment ça marche, c'est qu'il faut que tu arrives là puis que tu l'achètes cash. Oh, Fait que tu sais, je me demandais, c'est qui va arriver puis qui va acheter genre l'Aventura cash, tu sais. Mais je suis pas allé malheureusement, là, ça donnait pas avec mon emploi du temps, mais Ça a-tu été vendu? j'ai pas regardé par la suite. Mais j'imagine que oui, parce que c'est comme. C'est sûr que t'achètes en dessous du. T'achètes beaucoup moins cher. Par contre, c'est ça, il y a Ça prend quand même beaucoup des liquide. subtilités, là, puis tu deviens pas propriétaire immédiatement. Ok. Puis, en fait, c'est sans garantie légale. Fait- Ouais, t'achètes tel quel. Là. Exact, C'est exact. comme acheter un mini entrepôt puis tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Là, Ouais, ultimement, un là. peu. Genre. Ouais. Mais c'est fou, puis j'imagine que ça pour les terrains, ben t'as besoin de beaucoup de liquide, mais ça je trouve que c'est moins risqué justement là, quand tu vas venir dans une espèce de brocante comme ça de la ville, acheter un terrain direct. En effet. Ça me semble intéressant. Revenons à nos moutons, les secteurs d'activité en forte croissance là, au deuxième rang dans l'étude de l'infolette. Industrie de l'information et industrie culturelle. Ça aussi, j'étais agréablement surpris par cette industrie-là. C'est quoi? Puis pourquoi est-ce que c'est autant en croissance depuis les 10 dernières années? En effet, c'est très surprenant. Puis l'étude, elle a été faite avec des codifiants. Les codifiants, c'est fait pour regrouper des entreprises pour prendre des entreprises similaires, puis
leur apposer une étiquette finalement. Mhm. Puis cette étiquette-là, ça l'englobe pas juste le domaine culturel, même si c'est au début dans le, dans le nom. Ouais. Ça l'englobe également tout ce qui est par rapport à la distribution web, fait que la distribution de contenu web. Puis à voir ça, ça fait quand même beaucoup de sens qu'il y a beaucoup de croissance à ce niveau-là. On pense par exemple au podcast qu'on est en train de faire en ce moment qui pourrait être catégorisé là-dedans. Okay, ouais. Tous les podcasts au Québec, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Puis même, ça peut aller jusqu'à de l'hébergement de données sur un site web, des services de... Qscale, mettons. Qscale pourrait possiblement rentrer là-dedans. Faudrait vérifier, mais en effet, là, possiblement. Je ne sais pas si ça rentrerait là-dedans ou sinon, probablement, en fait, là, parce que c'est du traitement de données. Fait que, je veux dire, un data center, théoriquement, ça rentrerait là-dedans. Okay. Ce qui n'est pas nécessairement culturel, mais qui est catégorisé pareil. Puis ça, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'engouement aussi là, dans le futur. Puis je pense qu'au niveau des data centers puis des grosses entreprises, je pense que là, la concurrence est vraiment féroce. Je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour les PME. Ouais. Cependant, je pense que où qu'il y a de la place puis où qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est pour aider les entreprises à intégrer des solutions technologiques ou d'intelligence artificielle dans leurs entreprises à eux. Parce que je sais pas si tu étais au courant, là, mais au Québec, on a quand même un fort retard technologique par rapport juste au reste du Canada, puis en plus, encore plus avec les États-Unis. Ouais. Ben, juste avec j'imagine que ça vient juste de la moyenne d'âge aussi. Là. Veux pas, on est une population possiblement assez âgée en général, puis le retard technologique doit en partie venir de là. Probablement. Puis ça fait en sorte que ça crée beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des processus inefficients. Donc, pour une autre entreprise qui arrive avec une solution un peu clé en main pour proposer, par exemple, des solutions de traitement de données pour par exemple, des inventaires, gestion d'inventaire ou des gestions d'opérations, ça peut avec nous, la technologie. On le voit, là, on aide les gens à acquérir des entreprises, puis quand il est temps de faire un peu la due diligence de l'entreprise, que ce soit manufacturière, hôtelière, whatever, name it, on les fait tout. On arrive à l'intérieur de l'entreprise puis on se rend compte qu'il n'y a aucun manuel d'opération, il y a pas de. Tout est dans la tête du propriétaire. Fait que c'est sûr qu'en termes d'optimisation, c'est sûr qu'il y a de la place. Là. Fait que la dette technologique, fichier Excel à côté là, encore. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des opportunités là. Puis je trouve que ça prouve un peu le point que de vendre l'infrastructure à des entreprises, l'infrastructure technologique, ça fonctionne puis ça va continuer de fonctionner, surtout au Québec. Parce que on a un gros retard. Exact. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, au troisième rang des proportions des entreprises à forte croissance de revenus, on a finance et assurance en troisième rang à, c'est quoi, 6? On va dire environ 6%. Environ 6% de croissance. Finance et assurance, qui est le secteur, en fait, avec l'immobilier également, les services immobiliers, pour être plus précis, qui est le secteur qui occupe la plus grosse proportion du PIB au Québec, avec environ 25%. Okay. Puis ce secteur-là, en fait, je pense qu'il va juste toujours exister, puis il va toujours avoir de la place pour des nouveaux entrants. En ce moment, moi, j'étudie en services financiers, puis il y a beaucoup de planificateurs financiers qui partent à la retraite. Il y a beaucoup la moyenne d'âge des planificateurs financiers est très, très élevée. Puis il y a l'Institut de planification financière qui, elle, veut vraiment pousser les jeunes à aller vers cette profession-là. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités de reprise là, dans des cabinets de services financiers. Quand on pense à finance et assurance, souvent, on va penser aux grandes banques, aux grands assureurs, mais c'est pas nécessairement... la plupart des entreprises dans ce domaine-là, c'est des petits cabinets, puis c'est des personnes même qui peuvent faire ça à leur compte seules, puis seules avec un adjointe, puis avoir quand même des revenus qui sont très alléchants. Sauf que si on veut aller chercher plus de croissance, il faut peut-être plus aller vers une expansion avec des employés parce que c'est le genre de business que c'est vraiment les employés qui permettent de croître puis une expansion intéressante. Mais je pense que ce secteur-là, puis dans l'infolette, là, on avait regroupé on avait regroupé en fait ce secteur-là, puis également le secteur des services professionnels, donc tout ce qui est comptable, services juridiques,
service d'architecte, service d'avocat. Je pense que ça va toujours rester. C'est sûr que par contre, il y a une barrière à l'entrée qui peut être assez grande parce que souvent, ça va être des secteurs en fait qu'on a besoin d'études, puis qu'on a besoin d'avoir, par exemple, des études universitaires pour exercer. Par contre, présentement, là, on approche la période d'impôt. Je pense que quelqu'un qui a une technique en comptabilité-gestion ou qui a fait quelques rapports d'impôt pourrait très bien se partir un sideline puis faire des rapports d'impôt. Puis il n'y a pas vraiment d'investissement requis pour faire ça. Là. C'est un logiciel, puis après ça, c'est du temps qu'on met. Puis je pense que ça peut être une bonne façon de faire plus qu'en étant employé, par exemple. Ouais, ben oui, ça peut être un très bon sideline. Puis selon le rapport annuel là, 2018 de la Chambre de la sécurité financière, juste pour donner un peu de data sur ce que tu as dit, la moyenne d'âge des professionnels qui vendent des assurances collectives ou des assurances de personnes, il y a quand même 31% qui ont entre 50 et 60 ans, 23% de 50 ans. Puis la moyenne est de 53 ans pour les gens qui vendent de l'assurance collective, puis de près de 50 ans pour de l'assurance de personnes. Fait que, tu sais, dans les 5 à 10 prochaines années, il va y avoir un gros, rebalancement. Tu sais. Fait que ça vient encore un peu dans la même philosophie de la grande succession, comme j'aime l'appeler, là. L'espèce de gros transfert de richesse, là, tu sais, le 2000 milliards de volume de transactions en Amérique du Nord qui va être transféré dans les prochaines années. On est déjà dedans, mais ça va s'intensifier au cours des prochaines années. Tu sais. Je trouve que le fait d'acheter des blocs d'affaires, peut-être dans cette industrie-là, en assurance puis en finance, pour celles et ceux qui ne le savent pas, là, ben, toi, tu es au courant, Louis, là, mais c'est essentiellement qu'on peut acheter des blocs d'affaires soit de placement ou d'assurance pour des renouvellements. Puis ce qui est le fun, c'est que ça génère un revenu récurrent. Le modèle d'affaires, ben, il est béton, puis il est un peu recession-proof. Les gens auront toujours besoin d'assurance. Exact. Les gens auront toujours besoin de placer leur argent. Fait que ça, je trouve que c'est un modèle de revenu qui est vraiment fort intéressant. Évidemment, il y a une barrière à l'entrée parce que, ben, faut avoir ses permis. Mais un coup que les permis seront passés, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. Fait que pour ça, c'est sûr que ça intéresse le domaine des finances. Vous pouvez peut-être regarder dans cette industrie-là. J'y crois sincèrement. C'est même quelque chose que je pensais faire et que je pense faire éventuellement aussi, peut-être, si mon horaire du temps le permet, d'acheter des blocs d'affaires en finance et en assurance parce que je pense que, parce que personnellement, je pense que je peux implémenter de la tech puis qu'on peut donner un service là, vraiment haut de gamme comme on donne avec Live à tous ces clients-là. Fait que non, sincèrement, je pense vraiment que c'est une bonne piste. Vraiment. Puis comme on disait aussi, là, il y a une croissance naturelle qui vient de cette industrie-là parce que il y a une grande partie des revenus qui viennent habituellement des placements. Donc, un frais qui est chargé sur les placements. Puis on sait, la bourse, en général, ça monte over time. Ouais. C'est que si la bourse monte, le frais va également monter. Là. Donc, c'est gagnant-gagnant parce que la personne qui a ce type de business-là fait de l'argent au fur et à mesure où ses clients font de l'argent. Ouais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est que c'est comme un actif qui gagne en valeur parce que, mettons, disons que tu as 100 millions d'actifs sous gestion, ben, il grossit peut-être pas 10% par année, là, mais disons 5% par année là, si on est conservateur. Puis en plus de ça, tu as le cash flow parce qu'il y a un frais de gestion associé à ça. Puis en plus de ça, il y a la récurrence. Fait que c'est un peu comme de l'immobilier c'est stéroïde, j'ai l'impression. Parce que, dans le fond, tu as comme... Ben, c'est ça, tu as comme les trois, là, un peu, là, qu'on recherche toujours. Là. La récurrence, la croissance du asset en soi, puis le cash flow. C'est un bon point. Fait, en immobilier, c'est plus difficile, j'ai l'impression, d'avoir du cash flow. Dans ce cas-là, les marges de profit sont très élevées parce que tu n'as pas d'infrastructure vraiment à payer à part ton équipe de gestion du portfolio en soi. Là. Fait que c'est ça que je trouve comme intéressant de ce modèle-là. Très bon point. En quatrième position, on va peut-être pas toutes les faire, là, mais en quatrième position, on a le service administratif. Pourquoi le service administratif est en forte croissance, d'après toi? Très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi le service administratif est en croissance. Par contre, on peut imbriquer ça en fait dans le côté service professionnel, je pense. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent à déléguer certaines tâches, peut-être administratives, peut-être on pense à des assistants virtuels qui deviennent quand même très populaires, puis d'être capable de se concentrer en fait. Je pense que les entrepreneurs comprennent de plus en plus
le bénéfice de se concentrer sur les choses qui ont le plus de valeur ajoutée dans leur entreprise. Fait que peut-être déléguer certains services administratifs. Mais sinon, là, j'en sais Ouais. pas plus. Je sais Moi pas non si plus. toi, J'ai aucune idée pour elle, service administratif, parce que c'est intéressant, cette étude-là, ces catégories-là, mais par contre, des fois, ça peut être un peu biaisé parce que l'industrie en soi est large. Tu sais, service administratif, Définitivement. ça peut être Ouais, genre ça peut être tout. la tenue de livre, ça peut être répondre aux courriers, whatever it is. Tu sais, je sais même pas c'est quoi tous les types d'entreprises qu'il y a là-dedans. Fait que on va le skipper, ça là. Ouais, exact. Ouais, puis on peut passer peut-être à des choses qui feront peut-être rêver certains auditeurs, là. Ouais, c'est Moi, je crois personnellement qu'il va y avoir une grosse croissance des énergies renouvelables. Puis j'ai l'impression que les opportunités dans ce secteur-là vont être très intéressantes. Je pense à, en fait, c'est quelqu'un de ma famille là, qui a une connaissance qui ont acheté une entreprise d'entretien d'éoliennes. OK. Fait qu'on Nice. s'entend que le timing est ultra bon là, parce Ouais. que les éoliennes, il y a des appels d'offres actuellement avec Hydro-Québec. On veut augmenter la puissance disponible du parc éolien. Puis eux, en se spécialisant dans l'entretien d'éoliennes, qui est un domaine quand même assez niché de l'électricité. Donc, en ayant un permis d'électricien, tu peux faire cet entretien-là, mais ils ont de la formation à l'interne là, qui permet de se concentrer sur l'entretien d'éoliennes, l'entretien de ces grosses machines-là. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de croissance dans le futur là, dans ce domaine-là. Ce n'est un parmi tant d'autres. Et peut-être l'installation de panneaux solaires également, qui peut être des services offerts par certaines personnes. On parle beaucoup des thermopompes également. Je pense que même tu as été dans cette industrie-là, si je ne me trompe pas. Non, j'ai jamais non, ok, touché à cette excuse. industrie-là, non. Mais c'est pas grave. Excuse. Fait que c'est ça, les thermopompes, j'ai l'impression que avec les subventions qui sont offertes par Hydro-Québec, par les gouvernements, ça va devenir une façon de se chauffer qui va devenir de plus en plus populaire. Donc, quelqu'un qui est capable de capitaliser sur l'installation de ces thermopompes-là, je pense qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu également. Fait que tout ce qui est l'économie verte, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de croissance dans les prochaines années. Ben ça, c'est un univers que je trouve intéressant et qui me passionne aussi. Là, surtout au Québec, là, ça vient un peu peut-être louper le début de notre conversation avec Luc Poirier et l'opinion publique par rapport aux gens qui font de l'argent. C'est un sujet qui est hyper tabou puis que j'ai l'impression qu'il est en quelque sorte mal vu. Pierre-Yves McSween a vendu 200 000 exemplaires du livre « En as-tu vraiment besoin? » Puis, je sais pas, plus j'évolue, puis plus je grandis, plus je me rends compte que, en as-tu vraiment besoin? Oui, t'en as besoin, ultimement, de voyager, clairement. de passer du temps avec ta famille, de faire ce que tu as envie de faire, de vivre de tes passions. Puis j'ai l'impression que, le développement durable, puis pourquoi j'aime ça, c'est que de un, je pense qu'il y a un réel besoin. Puis aussi, ça s'inscrit un peu dans la mentalité du profit for good. Fait que, d'un peu venir éclater le fait que, faire de l'argent, t'es pas obligé d'être un oligarche, vendeur de pétrole, manipulateur, Vraiment. ou, vraiment comme... j'ai l'impression que les gens visualisent ou peignent cette espèce d'image-là, du capitalisme. Je pense qu'en soi, avec ce qu'on fait, l'initiative du podcast ou whatever, puis les projets d'acquisition, c'est de prendre des entreprises, justement, qui sont un peu inefficientes, les faire tourner vers le développement durable dans le but d'augmenter les marges de profit, puis en même temps de faire du bien à la planète. Je trouve que c'est possible de le faire. Nous, on le voit au day-to-day, puis ultimement, il y a énormément de subventions et d'incitatifs économiques là, qui font en sorte que le développement durable, tout en étant profitable, ben, on peut le faire, là, puis ça se fait Vraiment. très bien. Il faut juste être conscient des différents programmes puis de savoir c'est quoi un peu les stratégies. Là, mais, Puis parlant de Profits for Good, juste avant de venir ici, je regardais des articles d'idées justement entrepreneuriales qui étaient bonnes pour la société, bonnes pour la planète. Puis j'ai tombé en fait sur un article qui expliquait qu'il y avait une infirmière qui avait commencé un service de soins à domicile. Puis ça, je pense que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes avec le vieillissement de la population. Ouais. Les gens veulent de plus en plus rester dans leur maison. Puis on sait que le secteur public, c'est peut-être les conditions de travail sont peut-être pas nécessairement si bonnes que ça au niveau des soins, par exemple pour des infirmiers, infirmières. Donc, je me dis, si quelqu'un qui est dans ce domaine-là a l'intention d'être entrepreneur, a des ambitions entrepreneuriales, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'opportunités aussi à ce niveau-là, au niveau des soins à domicile. Puis, ma soeur est infirmière, tu sais, puis c'est tough là, d'être infirmière dans un lieu public, là, parce que, tu sais, récemment, là, il y a eu la manifestation concernant l'augmentation salariale, tu sais.
ils demandaient pas, je sais pas si tu as vu un peu, c'était quoi les conditions Ouais, qu'ils demandaient, là. Mais tu sais, mes autres, tu sais, j'ai 3 sœurs, puis il y en a c'est deux pas d'entre elles qui énorme, sont là. profs. Tu sais, c'est 15% sur 5 ans, là, Mhm. right? Le increase, là, c'est pas, ça suit l'inflation, là, à Exact, peine, genre, exact. puis ça a comme tout pris. Fait que c'est certain que je trouve que inévitablement, tu sais, si le gouvernement continue à maltraiter comme ça le service hospitalier, surtout, tu sais, le domaine des infirmiers, infirmières, il va y avoir une espèce de révolte un jour là, où ce que le secteur privé va avoir une forte croissance. Puis je pense vraiment que si les gens sont smart about it puis ils veulent offrir tu sais, des services de soins à domicile, etc., je pense vraiment. Puis je pense que j'ai vu un peu la même histoire là, où c'est une jeune startup là, qui a commencé à faire ça. Aussi, je pense vraiment qu'il y a des grosses opportunités là, dans ce domaine-là parce que le système actuel est vraiment inefficient. Tu sais, puis il ne Mhm. compte pas le besoin. Fait que je trouve que c'est souvent là qu'il y a une opportunité tu sais, de scaler Définitivement. rapidement. Fait que écoute, sur ça, je pense que ça va faire le tour pour cet épisode-là. Merci beaucoup, Louis, pour toutes ces bonnes Merci beaucoup idées. à toi. Puis pour les gens qui ont plus de questions et qui voudraient en savoir plus, écrivez-nous tout simplement en commentaire pour celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et pour celles et ceux qui nous écoutent assidûment toutes les semaines, ben, on se dit à très bientôt.